SIAF. Merci beaucoup. Merci à Dr Glenda. Elle est où, Dr Glenda? Je sais plus. Ah, elle est là, voilà, c'est bon. Merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Donc, je laisse la parole à Hanan Hdaddo qui va faire la modération. Merci à vous. Bonjour, mesdames. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Bonjour. Bonjour, chers soroptimistes. Bonjour. Voilà, moi, je suis Hanan. Bonjour. Bonjour, du Club Soroptimiste d'Agadir. Donc, on m'a été présenté par mon amie Jelila. Et je suis donc membre fondateur et j'étais ex-présidente et j'ai occupé plusieurs postes au Club Soroptimiste d'Agadir. Voilà. Je serai votre modératrice aujourd'hui pour le webinaire consacré à la lutte contre le cancer de l'utérus. Vous m'entendez? Oui, nous vous écoutons voilà. très bien. Oui, Je nous vous pense qu'il entendons. est préférable d'éteindre Bonjour tout le les monde. micros pour Bonsoir qu'on tout le n'aille monde. pas les interconnexions, qu'on entend très bien, qu'on Coupez les s'entend. micros, s'il vous plaît. Coupez les micros. Fermez les micros, s'il vous micros. plaît, mesdames. Voilà. Fermez les micros, s'il vous plaît. Quand vous n'avez pas la parole, vous fermez le micro, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Exactement. Moi, je l'aime. Ouais, je l'aime. Voilà. Je vais reprendre. Comme j'ai dit au début, donc, notre webinaire sera consacré à la lutte contre le cancer du col de l'utérus en Afrique. Donc, on présentera, la rencontre sera animée par Madame Dr Glenda Nida Park du Cameroun, que nous remercions vivement d'avoir accepté de nous animer cette rencontre et de nous informer sur beaucoup de choses, donc notamment sur la maladie, sur les risques, sur le cancer de l'utérus en Afrique et surtout sur les moyens de prévention et de lutte contre ce fléau, contre ce cancer. Donc, au début, je voudrais d'abord donc vous présenter le déroulement de la conférence. Donc, on va démarrer par un mot de notre présidente SIAF, Madame Jalila Moukia, qui pourra nous expliquer donc brièvement les actions qui ont été entreprises par le SIAF pour lutter contre le cancer du col de l'utérus. À signaler que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la campagne menée par le SIAF pour l'élimination du cancer du col de l'utérus. Donc, voilà, par la fédération SIAF. Par la suite, la parole sera donnée à notre conférencière, Madame Dr Glenda, et par la suite, on aura, donc, je ne sais pas s'il y aura des témoignages, si vous voulez, s'il y en a qui veulent témoigner pour leur expérience par rapport à cette maladie. Et un débat suivra donc par la suite, ainsi qu'on nous clôturera à la fin. Donc, on aura, je pense, 1 heure et demie de conférence. Je vous remercie toutes d'avoir pu participer. Et donc, je pense et j'espère qu'on aura donc une bonne conférence et on sera toutes éclairées sur cette maladie, sur ce fléau. Donc voilà, la parole est à la présidente du SIAF, Madame Jalila Moufria. À toi la parole, Jalila. Merci Hanan. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreuses à ce webinaire. J'espère que tout le monde va bien.
Donc, je dois… bon, je voulais parler du sort optimiste, mais je pense que ça, on va le laisser à une autre fois. Par contre, comme a dit Hanan, c'est plus intéressant de remettre les choses dans leur contexte et donc d'expliquer pourquoi nous avons ce webinaire sur ce thème en particulier. Donc, ça fait maintenant 1 an, et pratiquement, oui, un an, à peine un petit peu plus qu'1 an, que nous avons été approchés, que la SIAF, quand je dis nous, c'est la SIAF, nous avons été approchés par une organisation internationale qui dépend de l'OMS, qui s'appelle Health for Life Fund, et qui est une organisation qui collecte des fonds et qui nous a proposé de travailler avec nous sur le cancer du col de l'utérus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une prédominance de cette maladie sur notre continent. Je pense, là, ça, je vais laisser ça au docteur Glenda pour nous en parler. Mais, et donc, il y a un taux de mortalité très, très élevé à cause de cette maladie en Afrique, particulièrement en Afrique. Quand on compare l'Afrique aux autres pays, c'est vraiment effrayant de voir le taux de mortalité qui existe, alors que c'est une maladie qu'on peut prévenir et qui est curable. Donc, nous avons été approchés par cette organisation qui nous a proposé donc de travailler avec nous là-dessus, tout en nous disant qu'il fallait d'abord commencer par collecter des fonds pour pouvoir mener des actions dans ce sens. Donc, c'est pour ça que nous avons commencé déjà un peu avant la conférence de Durban qui avait eu lieu en mai dernier. Nous avons fait une action qu'on avait appelée les sièges invisibles, où on avait vendu des sièges et des tables pour la soirée de gala de notre conférence de Durban. Et nous avons vendu ces sièges à raison de 7 € le siège à nos sœurs d'Europe, du monde entier en fait. Le monde entier pouvait acheter des sièges pour la conférence. Et nous avons pu collecter ainsi une somme autour de 16 000 €, je pense, grâce à cette action pour la soirée de gala. Donc, ça a été un peu le démarrage de notre action. Après, nous avons eu la convention de Dublin, où là aussi, nous avons surtout fait beaucoup de plaidoyer pendant la conférence de Dublin. Nous avons aussi animé des ateliers sur ce sujet et nous avons pu noter tout l'intérêt que ce sujet a évoqué chez les gens du monde entier, chez les sœurs optimistes du monde entier. Je peux vous dire, on a des personnes qui ont assisté à la convention ici présente. S'il vous plaît, vous fermez le micro, s'il vous plaît. Adjovi, Ayanou, fermez votre micro, s'il vous plaît. Souza, Léopold, fermez le micro. Bernadette, c'est fermé. Galaxy A42, fermez les micros parce que sinon, on n'entend pas. Et donc, on a eu Technopova aussi, s'il vous plaît, fermez le micro. Donc, on a eu quand même 2 ateliers pour parler du cancer du col de l'utérus. Pas du cancer, on a parlé surtout de cette problématique, de l'engagement du sort optimiste dans cette problématique, etc. Et par conséquent, donc on a commencé à… On a commencé à recevoir effectivement des fonds sur le compte bancaire de la SIAF, que la SIAF a réservé pour ce thème-là. Et bon, on commence à recevoir des dons des sœurs optimistes du monde entier qui s'associent à nous pour nous aider dans la lutte
contre le cancer du col de l'utérus en Afrique. Voilà, donc c'est le contexte global. Donc maintenant, on est encore en cours de collecte de fonds. Donc, vous êtes invités, tous les clubs de la SIAF sont invités à collecter, à faire des actions de collecte d'argent pour permettre de réaliser des actions. Mais il me semblait, avant de pouvoir commencer à parler aux gens du cancer du col de l'utérus, comme on n'est pas toutes des médecins, vraiment c'est un peu difficile de parler quand il y a d'autres gens qui… s'il vous plaît, fermez les micros. S'il vous plaît. S'il vous plaît, fermez les micros, s'il vous plaît. Donc, je disais, donc, il faut déjà que nous soyons sensibilisés, que nous sachions de quoi il s'agit. On n'est pas toutes des médecins, on ne sait pas toutes de quoi il s'agit. Donc, je pense que c'est bien de faire ce genre de webinaire pour déjà nous informer et se connaître, savoir ce que c'est que cette maladie et comment on peut lutter contre cette maladie. Donc, je remercie ce soir le docteur Glenda du Cameroun qui a bien voulu participer à cette soirée et qui va animer la conférence. Mais c'est une cancérologue spécialiste. Elle connaît très bien le sujet et donc elle a bien voulu accepter de faire la conférence ce soir pour nous en parler et déjà nous apprendre des choses sur cette maladie et ainsi on pourra par la suite organiser nos actions tout en ayant des connaissances sur ça. Donc je ne vais pas être plus long que ça. Je vous remercie pour votre attention. Je redis pour celles qui n'étaient pas là qui viennent d'arriver, donc que la conférence est enregistrée et que donc on pourra la réécouter, la revoir sur le site web de la SIAF. Merci à toutes d'être venues ce soir et je vous souhaite une bonne conférence. Merci. Merci beaucoup, Présidente. Donc, vraiment, on comprend très bien l'importance de ce fléau. On vous remercie pour ces éclaircissements et particulièrement par le point sur la sensibilisation et sur la collecte des fonds, qu'il faudrait vraiment que les clubs optimistes commencent à travailler sur ces projets prochainement. Donc, la parole sera donnée à Madame Glenda du Cameroun. Elle est spécialisée en oncologie et elle s'est consacrée à la lutte contre le cancer. Elle représente une référence dans son pays, mais aussi également en Afrique pour la gestion du cancer. Et donc, il est vraiment très impliqué dans la lutte contre cette maladie et surtout pour la prévention et l'éducation des jeunes filles dans son pays et en Afrique. Madame Glenda, la parole est à vous. Voilà. J'ai quelqu'un qui sollicite l'intervention. Est-ce que vous voulez parler maintenant ou on laisse jusqu'au débat? Parce qu'on aura un temps pour le débat. Madame Christiane, c'est ça? Je ne sais pas si vous m'entendez toutes. Oui, on vous attend. D'accord, merci. Donc, la parole est au docteur Glenda Nidepar. Madame Glenda, vous nous entendez? Oui. D'accord. La parole est à vous. Vous pouvez commencer votre intervention. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci, Jalila, pour l'opportunité. Merci,
Sir Optimist International pour l'opportunité aussi. Je vais essayer de partager mon écran pour que tout le monde puisse voir. Merci. Euh, s'il vous Attendez, plaît. je vais vous mettre Oui. en animateur. Je vais vous Ok. passer la main. Ok, merci. Ça va. La conférence vient maintenant commencer. Euh, Je vais y arriver. Là, je vais y arriver. Je pense que c'est bon. C'est bon, vous êtes... Une minute, j'essaye de... mais- Non. C'est bizarre. Une minute, je pense que c'est... Est-ce que... C'est compliqué, Bango. Oui, Bon? c'est bon. Oui, voilà, ça marche. Voilà, ok. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ok, je suis le docteur Glenda Keng Kongo. Je suis oncologue médical basé au Cameroun et je suis médecin depuis 10 ans. J'exerce depuis 10 ans, mais oncologue depuis seulement quelques mois. Mais j'ai quand même travaillé avec les malades cancéreux depuis plus de 5 ans. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec les malades cancéreux, surtout les cancers féminins, parce que ce sont les cancers les plus fréquents dans l'Afrique subsaharienne et dans l'Afrique en général. Donc, aujourd'hui, je vais un peu parler du cancer du col de l'utérus. Et on va suivre le plan suivant. On va d'abord parler un peu du contexte dans notre l'épidémiologie. On va parler des causes et des facteurs de risque du cancer du col de l'utérus. On va parler un peu des signes et des symptômes, la prévention. On va aussi parler du stadification du cancer du col de l'utérus. Et puis on va conclure. S'il vous plaît, vous pouvez couper votre micro. Est-ce que vous pouvez éteindre les micros? S'il vous plaît, mesdames. Hadja Aminata Diabaté. Hadja Aminata Diabaté. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. J'ai fermé. Merci, merci. Bon, le cancer du col de l'utérus est un cancer qui est au niveau du col de l'utérus, qui est une partie du système reproductif qui se trouve entre l'utérus et le vagin. Donc, c'est comme un petit passage entre l'utérus et le vagin, pardon. Et le cancer du col de l'utérus est une croissance anormale et incontrôlée des cellules du col de l'utérus. Donc, pour nous situer un peu où le col de l'utérus se trouve, voilà une image qui nous montre l'utérus ici, le vagin ici, et maintenant l'endroit-ci, c'est le col de l'utérus. Bon. En 2020, selon le GloboCan, qui est le Global Cancer Observatory,
On a vu plus de 600 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus dans le monde et plus de 300 décès ont été signalés dans le monde. Et parmi les plus de 300 décès, là, 90% des décès sont survenus dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires, dont la plupart des pays africains. Au total, on a eu plus de 150 nouveaux cas et plus de 77 décès qui ont été enregistrés en Afrique seulement. Et en Afrique, l'Afrique subsaharienne présente les taux du col de l'utérus les plus élevés au monde, ce qui s'explique en grande partie par la faible couverture du dépistage du cancer du col de l'utérus. Si on regarde bien l'image à votre droite, on va voir que les cancers féminins, en fait, sont les cancers les plus fréquents en Afrique, tous sexes confondus. On voit que le cancer du sein, c'est le premier, et après, on a le cancer du col de l'utérus, qui fait 10,6% des cancers dans les deux sexes confondus, soit chez les hommes et les femmes. Donc, c'est très important qu'on parle du cancer du col de l'utérus. Ça, ce sont les statistiques au Cameroun. Comme j'exerce au Cameroun, on voit qu'en chaque année au Cameroun, on a plus de 2700 cas de cancer du col de l'utérus qui sont diagnostiqués. Et on a la plupart des femmes qui meurent après avoir été diagnostiquées du cancer du col. Donc, on voit que plus de 1700 cas meurent du cancer du col chaque année au Cameroun. Là, c'est les statistiques de 2020. Et le cancer du col de l'utérus, comme je disais, est le deuxième cancer le plus fréquent, tous sexes confondus. L'image-ci nous montre un peu, essaye de comparer un peu les statistiques dans les taux de mortalité du cancer du col de l'utérus en 2020, qui est l'image A, et projeté en 2040, qui est à l'image B. Ce qui est en bleu, ce sont les incidences, et ce qui est en rouge, en bleu, c'est 2020, et en rouge, c'est les mortalités en 2020 du côté A, et la même chose du côté B. On voit que si rien n'est fait pour prévenir ce cancer, ou pour parler de ce cancer, les taux de mortalité et les taux d'incidence vont s'élever en 2040, qui ne sera pas bon pour nous en Afrique. Bon, on va maintenant parler des causes et des facteurs de risque du cancer du col de l'utérus. La première cause, il faut d'abord dire que le cancer du col de l'utérus est un des cancers qui a vraiment une cause. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose qui cause ce cancer. Et ce qui est bon, c'est que ce cancer est causé par un virus qu'on appelle le human papillomavirus ou le papillomavirus humain dans 90% des cas. Et il y a plusieurs sous-types de ce virus et on a trouvé que plus de 70% des cas de cancer du col de l'utérus sont causés par le HPV-16 ou le HPV-18. Ce qui est bien, c'est que ce virus-là peut être prévenu. On va parler de ça dans la section de prévention. Mais maintenant, il va falloir qu'on comprenne un peu qu'il y a une cause du cancer du col de l'utérus dans 99% de cas. Et cette cause-là, c'est un virus qui est souvent sexuellement transmissible. Les autres facteurs de risque qu'on a, c'est les personnes qui deviennent sexuellement actives à un jeune âge, à moins de 18 ans, ou qui ont de multiples partenaires sexuels. Ces personnes-là sont plus susceptibles d'être infectées par un type de HPV ou VPH à haut risque, dont les 16 et les 18. Un autre facteur de risque, c'est un système immunitaire affaibli, comme les malades qui ont le VIH-Sida. Les statistiques ont montré que les malades qui ont le VIH-Sida ont 6 fois de chances de développer un cancer du col de l'utérus. Maintenant, on a les autres facteurs de risque comme l'obésité et le tabagisme qui jouent un petit rôle dans le développement et progression du cancer du col de l'utérus. Quels sont ces signes et symptômes qu'on a quand on a le cancer du col de l'utérus? Il faut d'abord connaître que précocement, le cancer du col de l'utérus ne présente généralement pas de symptômes, ce qui rend difficile à détecter. Mais si on arrive à voir les symptômes et les signes, c'est souvent les saignements vaginaux, soit après un rapport sexuel ou les saignements post-ménopausiques
ou les saignements entre les règles ou les règles plus abondants ou plus longues que normal. Parfois, excusez-moi, on a les pertes vaginales qui peut être malodorantes ou qui peut être sanguinolentes. Et on a aussi les douleurs Voilà. pelviennes ou les C'est dit, douleurs pendant les rapports sexuels. D'accord. Maintenant, quand le Reçoit cancer le du fait col de est à à un votre stade effet, avancé, nous vous informons qu'en cas on d'absence du DA, pourra... le CC assure son intérim. L'intérim du CC. Merci. Voilà. Bon, je disais que dans les cas avancés du cancer du col de l'utérus, on a les signes qu'on pourra avoir. Par exemple, les selles qui sont difficiles ou douloureuses ou les mictions qui sont difficiles ou douloureuses. Maintenant, on se demande, mais pourquoi est-ce que quelqu'un qui a un cancer du col de l'utérus aura les selles difficiles ou les constipations ou les selles douloureuses ou les mictions douloureuses? Si on regarde bien l'image à votre droite, là, vous allez voir l'utérus qui est là au milieu et le col de l'utérus qui est là. Devant, on a la vessie et derrière, on a le rectum. Donc, on voit que si on a une tumeur ici qui s'élargit, c'est possible que ça comprime les sorties de la vessie et de l'utérus, du rectum, qui fait en sorte que les malades peuvent facilement se trouver avec les constipations ou les selles difficiles ou douloureuses ou les mictions douloureuses. Et aussi, on peut se trouver avec le sang dans les selles ou les sangs dans les urines. Maintenant, on aura aussi une douleur au niveau du dos et les gonflements des jambes, les douleurs abdominales et parfois une sensation de fatigue. Parce que les cancers du col de l'utérus peuvent aussi facilement causer les saignements. Et tant qu'on a beaucoup de saignements, on a l'anémie et ensuite, il y aura la fatigue. Bon, on va parler maintenant de la prévention, qui est pour moi le plus important, parce que c'est à partir d'ici qu'on pourra mieux travailler pour voir les taux d'incidence et de mortalité en baisse. Bon, la prévention, on a deux types de prévention pour le cancer du col de l'utérus. On a la prévention primaire et la prévention secondaire. On va d'abord parler de la prévention primaire. La prévention primaire est un moyen sûr et efficace pour réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. La prévention primaire veut dire quoi? La prévention primaire, c'est d'essayer de prévenir complètement le cancer du col de l'utérus. Et la prévention secondaire, c'est essayer d'attraper les malades qui ont déjà ce cancer du col de l'utérus à un stade très, très tôt. Donc, pour parler de la prévention primaire, on va parler des vaccinations contre le papillomavirus. Au Cameroun, où j'exerce, il y a le vaccin Gardasil 9, qui est pour les femmes et les hommes. Et ce vaccin-là couvre contre 9 sous-types du virus HPV, et y compris les types à haut risque, comme on a déjà parlé, le type 16 et le type 18. Ce vaccin-là est gratuit au Cameroun et dans certains pays subsahariens, c'est aussi gratuit, mais dans certains pays, on paye. Mais au Cameroun, c'est gratuit. Et il faut connaître que le vaccin ne traite pas une infection existante par le papillomavirus. Donc, si quelqu'un a déjà un papillomavirus, ça ne sert à rien de prendre un vaccin parce que ça ne va pas prévenir ou ça ne va pas traiter cette infection. C'est pour cela qu'au Cameroun, on a décidé de vacciner les filles ou les garçons qui ne sont pas encore sexuellement actifs parce que le papillomavirus est un virus qui est sexuellement transmissible. Donc, notre cible, c'est souvent les filles à moins de 14-15 ans pour le vaccin parce qu'on sait qu'à l'âge là, la plupart de nos filles ne sont pas encore sexuellement actives. Donc, on peut facilement prévenir cette infection. Maintenant, parlons de la prévention secondaire ou le dépistage, qui consiste à vérifier la présence d'une maladie avant l'apparition des symptômes. Donc, comme je disais, la prévention secondaire, ce n'est pas pour éviter que la maladie arrive, mais c'est pour dépister la maladie avant l'apparition des symptômes. Comme je disais tantôt, les cancers du col sont souvent asymptomatiques.
C'est quand ça arrive à un stade un peu avancé qu'on commence à avoir les saignements ou les douleurs. Donc, la prévention ou le dépistage ou la prévention secondaire ou le dépistage est très important. Et il existe deux méthodes principales de dépister le cancer du col de l'utérus. Il y a le test HPV et le frottis cervico-vaginal. Le test HPV, le frottis cervico-vaginal est plus ancien. Il s'agit seulement de prendre quelques cellules au niveau du col de l'utérus. Si vous voyez l'image à votre droite, souvent voici la position et voici l'appareil qu'on utilise pour prendre l'échantillon en fait. Et si on regarde bien, c'est pas douloureux, c'est juste un peu, comment on dit, c'est pas douloureux en fait. Mais souvent, il y a plusieurs femmes qui ont peur de partir se faire dépister, peut-être parce qu'ils ont peur qu'on va découvrir qu'ils ont un cancer, ou peut-être elles ont peur que ça fait mal. Mais de toute façon, si on découvre la maladie à un stade pas très avancé, pardon, c'est une bonne chose parce qu'il existe plusieurs traitements. Donc, il faut souvent faire les frottis cervico-vaginales. Et on va parler dans les diapos suivants comment le rythme pour faire le dépistage ou le frottis cervico-vaginal. Le deuxième test qu'on peut faire, c'est un test HPV qui aussi, qu'on fait souvent on prend aussi les cellules au niveau du col de l'utérus pour tester s'il y a la présence du HPV. Dans ce test-ci, on voit s'il y a la présence de HPV. Et s'il y a la présence de HPV, on commence à mieux surveiller la femme, surtout si ce sont les types, surtout si ce sont les sous-types, pardon, au risque, comme les sous-types 16 et le 18. Si on trouve qu'il y a les sous-types 16 et 18 dans les cellules au niveau du cancer du col de l'utérus, on va mieux suivre la femme pour qu'elle ne développe pas cette cancer. Ce n'est pas parce qu'elle a une HPV positive qu'elle aura forcément un cancer du col de l'utérus, mais ça nous permet de mieux suivre cette patiente pour qu'elle ne développe pas le cancer, ou même si elle développe, ça sera attrapé plus tôt. Maintenant, le frottis cervico-vaginal cherche les cellules malignes, c'est-à-dire c'est différent du test HPV parce que dans le test HPV, on ne cherche pas les cellules malignes. On regarde seulement pour voir s'il y a la présence du cette virus. Mais dans le frottis cervico-vaginal, on regarde déjà les cellules qui ont déjà le cancer. Donc, voilà la différence entre les deux tests de dépistage. Maintenant, la fréquence du dépistage du cancer du col de l'utérus et les tests à effectuer dépendent de votre âge et de vos antécédents médicaux. Entre 21 et 29 ans, il faut souvent faire les frottis cervico-vaginales toutes les 2 ans. Entre 30 à 65 ans, il faudra faire un test HPV toutes les 5 ans. C'est-à-dire, si le test HPV est négatif en 2023, disons 2023, vous n'avez pas besoin de faire un autre test HPV l'année prochaine. Vous pouvez faire ça dans 5 ans, peut-être en 2018. Ou vous pouvez aussi faire les frottis, comme les patients entre 21 à 29 ans, toutes les 2 ou 3 ans. Pourquoi est-ce que les temps sont un peu longs pour le dépistage? C'est parce que le cancer du col de l'utérus est un cancer qui progresse très lentement. Donc, quand on fait un dépistage, par exemple, l'année-ci, c'est négatif, soit le frottis ou le test HPV, c'est pas nécessaire de faire ça encore l'année prochaine parce que c'est rare que quelque chose, même si vous attrapez peut-être le virus, c'est rare que ça développe un cancer en peu de temps. Et à plus de 65 ans, ça doit être recommandé par le médecin. C'est-à-dire que ce n'est plus nécessaire de faire les tests chaque 2 à 3 ans. Mais si un malade qui a plus de 65 ans commence à avoir peut-être les saignements post-ménopausiques ou commence à avoir les douleurs du bas-ventre ou les douleurs au niveau du dos ou les pertes vaginales un peu sanguinolentes, là, on va recommander le test, le frottis cervico-vaginal. Maintenant, comment est-ce qu'on diagnostique le cancer du col de l'utérus et comment est-ce qu'on fait pour déterminer les stades de la maladie? Le test de diagnostic pour le cancer du col de l'utérus, c'est la biopsie.
Donc, même si on fait un frottis cervico-vaginal et on trouve qu'il y a les cellules malignes, on va toujours faire la biopsie. La biopsie, c'est presque la même chose, mais ça ne prend plus seulement les cellules, ça prend un petit tissu au niveau du col de l'utérus. Et c'est avec ça qu'on va poser le diagnostic du cancer du col de l'utérus. Après avoir posé ce diagnostic du cancer du col de l'utérus, on va passer à un stade de stadification, c'est-à-dire malade X a un cancer du col de l'utérus, mais elle est à quel stade? C'est à quel stade de la maladie? Est-ce que c'est un stade local ou est-ce que c'est un stade qui est localement avancé ou est-ce que c'est un stade qui est métastatique? Un stade qui est métastatique veut dire que le cancer n'est pas seulement au niveau du col de l'utérus et ses environs, mais est aussi au niveau des organes à distance. Et on a plusieurs méthodes de faire la stadification. La première, c'est l'imagerie. Vous allez souvent par, la première, c'est l'imagerie. Pour l'imagerie, on peut faire un scanner thoraco-abdominopelvien, c'est-à-dire on va faire une sorte de radio plus avancée pour regarder le thorax, qui est un endroit où le cancer du col de l'utérus peut migrer, l'abdomen, c'est-à-dire pour regarder les organes dans l'abdomen, le foie, le pancréas et tous les ganglions qui se trouvent dans l'abdomen pour être sûr que la maladie qu'on trouve au niveau du col de l'utérus n'est pas ailleurs. Et on va aussi regarder le pelvis pour regarder les ovaires, l'utérus, le vagin et tout. La plupart des pays, les pays africains ont les scanners et les IRM. L'IRM, c'est une autre méthode de regarder le pelvis un peu plus proche. Ça nous montre exactement où le cancer du col de l'utérus se trouve et si il y a une progression localement avancée. Le prochain diapo nous montre un peu les différents stades du cancer du col. La première, nous voyons que le cancer là, qui est représenté par les taches ici au niveau du col, est seulement au niveau du col. Donc ça, c'est un stade 1. Le stade 2, c'est quand c'est localement avancé, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus n'est plus seulement au niveau du col, mais on commence à voir ça au niveau du vagin et on commence à voir ça au niveau de l'utérus même. Au niveau stade ou au stade 3, c'est toujours localement avancé, mais on voit que ce n'est plus seulement au niveau du système reproductif. On voit que c'est au niveau du col, au niveau de l'utérus, au niveau du vagin et maintenant les environs. Ça peut être la vessie, ça peut être le rectum en fonction de ce qu'on voit. Ça peut être les ganglions qui se trouvent autour du pelvis. Et maintenant, au stade 4, on voit que c'est le stade le plus avancé où on voit que la maladie n'est plus seulement au niveau du col et ses environs, mais aussi dans les organes à distance, comme les poumons ou comme le foie qui se trouvera ici. Bon, parlons un peu du traitement. Il y a différents types de traitements qui sont disponibles pour le cancer du col de l'utérus. Et il y a de nombreux facteurs qui seront pris en compte avant de commencer à traiter un malade qui a un cancer du col, tels que le stade du cancer, votre état de santé général et vos préférences. Donc, on va un peu revenir sur le diapo-ci. Un malade qui a un stade 1 du cancer n'aura pas le même traitement qu'un malade qui a un stade 4 du cancer. Au stade 1 du cancer, on verra que si on fait une chirurgie et on enlève seulement la partie-ci, il n'y a plus de maladie. Donc, c'est souvent à ce stade-là qu'on aime diagnostiquer les malades parce que les chances de survivre du cancer du col de l'utérus à un stade 1 sont plus élevées et à plus de 90%, comparé à quelqu'un qui se trouve à un stade 4, où la maladie est au niveau du col de l'utérus et ses environs, et aussi au niveau des poumons ou le foie. On voit qu'on ne pourra pas faire la chirurgie chez la patiente ici parce que même si on enlève cette partie, on enlève l'utérus, on fait l'hystérectomie, qu'est-ce qu'on fait du foie? Qu'est-ce qu'on fait du poumon? Donc, vous voyez que les malades qui sont au stade 4 sont plus malades et ils vont avoir les traitements qui sont plus lourds, comme la chimiothérapie ou la radiothérapie. On va parler de tout ça bientôt. Bon, ici, j'ai seulement listé les traitements qui sont disponibles pour le cancer du col de l'utérus. J'ai parlé de la chirurgie qu'on peut faire souvent dans les stades 1
ou dans le stade 2A. Je ne veux pas entrer dans les spécifiques des détails du stade 2, mais il y a certains stades 2 où on peut toujours opérer. On a aussi la radiothérapie. La radiothérapie, c'est une thérapie qui utilise les rayons ou la lumière pour tuer les cellules cancéreuses. Comme vous voyez la dame ici sur la table, elle est sur une table de radiothérapie. Et ça, c'est les machines qu'on utilise pour envoyer la lumière directement sur le cancer. Il existe plusieurs types de machines. Il y a les machines qui sont plus avancées, qui ciblent exactement là où le cancer se trouve. Donc, vous voyez qu'à un stade plus précoce, c'est possible d'utiliser un traitement comme ça parce qu'on va envoyer le rayon seulement là où se trouve le cancer. Mais si on voit que le cancer est déjà avancé au niveau du poumon, au niveau du foie, dans les ganglions du ventre, c'est un peu difficile d'envoyer les rayons partout dans le corps parce que ça fait aussi les effets secondaires. Maintenant, on a la chimiothérapie. La chimiothérapie, ce sont les perfusions, en fait, qu'on utilise. C'est un traitement systémique, c'est-à-dire, ce n'est pas local comme la chirurgie ou la radiothérapie, mais c'est un traitement qui entre dans tout le corps. Donc, souvent, pour les malades qui ont les stades plus avancés, c'est la chimiothérapie ou l'immunothérapie ou les thérapies ciblées qu'on utilise parce que ce sont les traitements systémiques. Systémique veut dire que, par exemple, si vous prenez la chimiothérapie, qui est souvent les perfusions, ça entre dans tout le corps. Ça va perfuser tous les organes. Donc, partout où il y a le cancer, ça va cibler les cellules cancéreuses. Mais malheureusement, les chimiothérapies ne sont pas spécifiques pour seulement les cellules cancéreuses. La chimiothérapie aussi peut attaquer les cellules qui sont normaux. Et c'est ça qui fait beaucoup des effets secondaires. En conclusion, le cancer du col de l'utérus peut être évité. Et c'est un cancer qui a une évolution lente. Donc, l'importance de faire le dépistage. Et la prévention primaire et secondaire est un facteur clé dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Cette petite diapo nous montre un peu les facteurs de risque ici. L'autre nous montre les signes, les symptômes et les signes, les saignements vaginaux, la douleur pendant les rapports sexuels. Et maintenant, cette partie nous montre les possibles traitements et la prévention. Vous voyez que la vaccination est la méthode de prévention qui est utilisée. Et maintenant, pour le traitement, on a la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et avec ça, je vais vous dire merci et j'attends les questions. Merci. Merci beaucoup, docteur Glenda. C'était vraiment très riche en informations. Vous avez mis l'accent sur l'importance de cette maladie. Donc voilà, et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que malheureusement, on a un taux très élevé au niveau des pays africains, surtout les pays à revenus faibles. Donc, aussi également, vous avez démontré que c'est par la prévention et par le dépistage qu'on pourra éradiquer cette maladie et éviter de, malheureusement, d'avoir la maladie à des stades très avancés où les traitements, malheureusement, ne peuvent pas être très efficaces. Donc, je vous remercie vivement Merci. donc pour cette présentation très réussie. Et la parole à vous, mesdames, si vous avez des questions ou des témoignages selon vos expériences, aussi chacune dans son territoire ou dans son pays, pour après, donc on pourra par la suite conclure. La parole est à vous. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent prendre la parole, que je puisse les noter. Vous êtes là? Yeah. Madame Hadja, c'est ça? Hadja Aminata.
Vous avez la parole si vous voulez poser des questions. Madame Aminata? Madame Aminata? Voilà. Vous... Madame Aminata, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir les sœurs. Bonsoir, c'est Adja Aminata. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Bon, c'est pour féliciter et encourager la sœur qui vient de faire son exposé. Nous avons bien saisi les informations, le message. Comme elle l'a si bien dit, c'est une maladie qui est vraiment inquiétante. Et ça fait beaucoup de mortalité, surtout en Afrique. Cependant, j'avais écrit dans le chat, la chimiothérapie, c'est le dernier recours. Parce qu'il y a pas mal de cas que nous avons suivis avec le cancer de l'utérus qui ont procédé à la chimiothérapie et qui a dévasté tout et c'est terminé par la mort. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit dans le chat, malgré les préventions que le docteur a dit, c'est quelque chose qu'il faut élargir la sensibilisation à tous les niveaux pour que les femmes comprennent la gravité de ce mal. C'est pourquoi même au niveau du Mali, il y a un mois précisément dédié pour la visite et même le traitement du cancer de l'utérus pour prendre en cause les atteintes, ceux qui sont déjà éteints et prévenir aussi les femmes qui peuvent l'avoir. Donc, il y a cette séance annuelle au niveau du Mali. Cependant, j'avais écrit dans le chat que nous avons aussi des merveilleux produits Forever Living Products, une société américaine qui a 45 ans de vie et qui va dans le cadre du bien-être et qui utilise les compléments alimentaires. Parce que la plupart de nos maladies aussi, nous l'avons par le manger. La bouffe qui fait en sorte que nous avons certaines maladies qui sont ancrées en nous. Donc, une bonne alimentation aussi fera en sorte d'éviter certaines maladies. Donc, nous proposons aussi la consommation des produits Forever Living Products, qui est une société qui fait des merveilles contre ce fléau du cancer. Merci bien, c'était mon apport pour la réunion. Merci à vous. Beaucoup, Madame. Merci, Madame Adja Aminata. Elle n'avait pas vraiment une question, c'était juste les remarques. Et elle a aussi parlé de nutrition. En fait, la nutrition et le cancer est un sujet qui est vraiment difficile parce que si on voit bien, un des facteurs de risque de cancer du col de l'utérus, c'est l'obésité. On voit que quelqu'un qui consomme beaucoup de la nourriture grasse ou beaucoup de viande rouge ou beaucoup de sucre ou la farine et tout ça, ou qui est surpoids en fait, peut facilement avoir un cancer du col de l'utérus. Et pas seulement le cancer du col de l'utérus, mais plusieurs cancers, comme le cancer du sein, comme le cancer du pancréas, comme les cancers digestifs en fait. Donc, c'est important de vraiment prendre soin de ce qu'on mange, quoi. Et aussi d'éviter d'être sédentaire, donc faire un peu des activités physiques pour être plus, comment on dit, plus healthy, en fait. Donc, je suis d'accord avec Madame Adja par rapport à la surveillance de ce qu'on mange et le développement du cancer en général.
Kenneth, ça va? C'est Hanan, on ne t'entend pas. Hanan, ton micro est fermé, Hanan. Merci, merci, chère Jalila. Voilà, je voulais juste dire qu'effectivement, la nutrition, c'est un élément très important pour aussi accompagner les traitements des maladies cancéreuses en général et donc surtout les cancers féminins. Donc là, j'ai une autre question. Il y a une Madame Anina Koné qui a demandé aussi Bien, bon, Voilà, bonsoir. bonsoir. Je suis là, bonsoir. Je suis Alima Koné de la Côte d'Ivoire. Je suis vice-présidente de l'Afrique de l'Ouest pour le CIAF. Je voudrais également féliciter Dr. Glenda pour cette brillante présentation, très riche en informations. Dans son exposé, elle a dit qu'elle conseillait les visites tous les 5 ans, je crois, si j'ai bien compris. Chez nous, ici en Côte d'Ivoire, on fait le contrôle pour le frottis tous les ans. Et ma question est la suivante. Est-ce qu'une femme qui a plus de 65 ans doit respecter tous les 5 ans ou bien faire la visite annuellement? Merci. Merci. C'est Madame Alima. Oui. Madame Glenda, Oui. vous pouvez répondre à la question. Merci beaucoup. OK. OK, merci. Merci, Madame Alima, pour votre question. Les signes ou les symptômes suspects d'un cancer du col de l'utérus, en fait. Ils n'ont plus besoin de faire les dépistages régulièrement. Après 65 ans, on a moins de chances d'attraper le virus HPV. Donc, ce n'est plus nécessaire de faire le dépistage, soit par le test de HPV ou soit par le frottis cervico-vaginal. Mais si ça arrive que la patiente présente avec soit les saignements post-ménopausiques ou les saignements post-coïtaux ou les saignements ou les pertes vaginales sanguinolentes ou les douleurs au niveau du bas-ventre, ça sera nécessaire à ce moment-là de faire un examen comme le frottis cervico-vaginal pour voir s'il y a les cellules malignes au niveau du col de l'utérus. Et s'il y en a ces cellules malignes-là, on va procéder par faire une biopsie pour diagnostiquer maintenant un cancer du col de l'utérus. Merci. Merci, Madame Glenda. Je pense qu'il y avait Madame Elodie et Madame Jelila aussi. Madame Elodie, vous avez demandé prendre la parole. Vous êtes là? Vous êtes là? Donc, on va l'attendre. Jelila, tu voulais poser aussi, Oui. intervenir? Oui, D'accord. j'avais aussi une ou deux questions. Alors, merci déjà à Dr. Glenda pour cette brillante présentation. Franchement, c'est très instructif. Merci beaucoup. Vous avez vraiment... moi, je ne suis pas médecin. Il y a un certain nombre de choses que j'ai pu comprendre et je vous en remercie. J'avais deux questions et en fait, maintenant que Halima a parlé, ça m'a inspiré une autre question. Alors, je voulais connaître déjà si vous pouviez me rappeler la différence entre les deux formes de dépistage. Vous avez parlé à un moment dans votre présentation de deux façons pour faire le dépistage. Et aussi, alors, les voies de contamination. Est-ce que vous pouvez juste me rappeler les voies de contamination? Et la troisième question par rapport à ce que vient de dire Halima,
C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a le une femme qui a le papillomavirus, donc elle sait qu'elle l'a et elle a plus de 65 ans, est-ce qu'elle doit continuer de faire des dépistages? Merci. OK. Merci pour votre Madame question. Glenda, voilà. Oui. Madame Merci Glenda, pour votre question. Oui, oui. merci. Voilà. Merci. La première question était de savoir les deux formes de dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Bon, on a le test de HPV et on a les frottis cervico-vaginales. Les échantillons se collectent de même façon, mais on analyse deux choses différentes. Pour le test de HPV, il s'agit de regarder si les cellules au niveau du col de l'utérus sont infectées par le virus HPV. Et maintenant, pour le frottis cervico-vaginal, c'est pour voir si les cellules qui ont été prises au niveau du col de l'utérus ont le cancer ou ont les changements malignes. Donc, la différence, c'est que pour le test de HPV, on ne peut pas regarder si les cellules-là, même s'ils ont positif pour le HPV, on ne pourrait pas détecter si le virus-là a déjà causé les changements au niveau du cellule jusqu'à arriver à un cancer. Mais le frottis cervico-vaginal nous montre si les cellules au niveau du col de l'utérus ont soit un cancer ou ont les changements qui peuvent arriver à un cancer. Donc, c'est ça la différence. Donc, pour le virus HPV, le test HPV, pardon, c'est nécessaire de faire l'examen là chaque 5 ans parce que c'est rare si vous êtes, par exemple, si quelqu'un est marié ou pas marié, mais qui a un partenaire, comment on dit, fixe, on sait que je suis avec telle personne, c'est rare que la personne attrape un HPV chaque année ou quelque chose comme ça. Oui. Et il faut noter qu'il y a les types de HPV qu'on regarde. Il y a plusieurs types de HPV. Il y a peut-être plus de 20, mais ce n'est pas tous les types de HPV qui peuvent causer un cancer. Il y a les HPV haut risque et c'est souvent les HPV haut risque qu'on regarde dans le test de HPV. Maintenant, pour le frottis cervico-vaginal, on peut faire un frottis cervico-vaginal aujourd'hui et c'est normal, c'est négatif. On n'a pas les cellules au niveau du col de l'utérus sont OK. On n'a pas besoin de faire ça chaque année parce que je disais que le cancer du col est un cancer qui progresse très lentement. Voilà, donc on a besoin de faire ça peut-être toutes les 2 à 3 ans selon les risques du malade. Bon, la deuxième question, c'était de savoir si une femme qui est à plus de 65 ans avait déjà fait un test HPV et c'était positif. Bon, si c'était positif pour les types haut risque, on ne va pas laisser la femme là en disant qu'elle a 65 ans, donc elle ne peut plus faire le cancer. On peut faire le cancer après 65 ans. Donc, chez la patiente là, on va continuer à faire les tests HPV toutes les 5 ans. Voilà, mais si quelqu'un n'a pas le HPV positif, elle a déjà 50 ans, elle faisait ses dépistages soit avec le HPV ou avec le frottis et c'était bon. Après 65 ans, on n'a plus besoin de faire ça régulièrement. On aura seulement besoin de faire ça si il y a les signes et les symptômes du cancer du col qui surviennent. Merci. Merci. Merci beaucoup, docteur Glenda, pour vos éclaircissements. Jelila, c'est bon? Vous n'avez pas d'autres Oui, oui. questions? Oui, c'est J'ai bon, merci. une autre sœur optimiste qui va intervenir. Madame Christine, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Et je voudrais remercier. Vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. D'accord. Je voudrais remercier Madame Dr. Glenda pour cette... Chers optimistes du Bénin, le webinaire en français sur le cancer du col de l'utérus. Bon, je voudrais remercier Dr. Glenda
pour cette présentation qui nous permet de connaître mieux la maladie, puisque notre organisation, le CIAF, s'engage dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Donc, nous connaissons mieux la maladie, de comment elle se manifeste, comment se fait les traitements. En tout cas, nous connaissons mieux la maladie. Et donc, je vous remercie pour ça. Ma question est de savoir, selon votre expérience, et comment c'est organisé, vous nous avez parlé du Cameroun, comment c'est organisé la lutte contre le cancer du col de l'utérus au Cameroun? Et est-ce qu'on voit dans cette action les organisations comme le Soroptimisme International, les ONG, je veux dire, est-ce qu'on voit les services étatiques et quelles sont les relations entre les services étatiques et les organisations, les ONG qui s'engagent dans cette lutte-là? À part l'expérience du Cameroun, donc sur laquelle je voudrais que vous nous éclaircissiez, c'est sur quelle action vous pensez véritablement en tant que personne bien avertie sur la maladie, sur quelle action vous pensez que les organisations comme la nôtre et le Soroptimiste pourraient s'engager? Bon, c'est vrai, vous avez parlé des types d'interventions. Il y a la prévention primaire, il y a la prévention secondaire. Est-ce que la prévention primaire, c'est notamment la vaccination? Mais quand on parle de vaccination dans nos pays, il y a l'apaisanteur social, l'apaisanteur social qui par laquelle se manifeste une certaine réticence, je veux dire, à la vaccination. Qu'est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez au niveau du Cameroun cette manifestation-là, cette pesanteur sociale, cette réserve sociale, je veux dire, et comment c'est traité? En ce qui concerne la prévention secondaire qui est particulièrement, comme vous l'avez dit, plus lourde, et selon les stades de la maladie, est-ce que ce que vous avez engagé au Cameroun concerne aussi cette phase-là, concerne aussi cette prévention secondaire? Parce qu'elle est lourde, bien sûr, selon le niveau d'avancement de la maladie. Donc, c'est pour que, quand même, à partir de ce que vous nous avez fait connaître mieux la maladie, que nos clubs du Soroptimisme International puissent s'engager à connaissance de cause. C'est mes questions. J'ai oublié de me présenter. Je suis Christine Yebii. Je suis Soroptimiste du Bénin. Merci. Madame Christine, des questions très, très pertinentes. Je pense qu'il y a une partie que Madame Glenda pourra vous répondre et Madame Jelila, il a demandé la parole. Je pense qu'il pourra vous expliquer plus clairement l'intervention du Soroptimiste et le rôle donc il peut jouer pour justement alerter les Soroptimistes sur l'importance de cette maladie et comment jouer un rôle avec, bien sûr, les autres organisations. Madame Glinda, attends, vous voulez déjà... pardon. Jelila, d'accord. Oui, pardon, juste parce que Christine s'est présentée, mais elle a oublié de dire la chose la plus importante, c'est que c'est elle la directrice des finances de la SIAF. Elle est, béninoise, c'est notre directrice des finances. C'est la caissière. Donc, voilà. Madame Glenda, vous voulez... Oui.
Merci, Madame Christine, pour vos questions pertinentes. En fait, le cancer, en général, est vraiment une maladie très, très difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup des facteurs sociaux, comme la peur, comme le déni. Mais au Cameroun, on essaie de sensibiliser les femmes ou tout le monde, en fait, par rapport au cancer en général, surtout les cancers féminins, comme le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. En octobre, on a presque beaucoup des activités avec les ONG, avec le gouvernement pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Et en janvier, qui est souvent le Cancer Awareness Month pour le cancer du col de l'utérus, il y a plusieurs activités comme les éducations, les taux de dépistage ou le coût de dépistage des examens comme le HPV ou le frottis cervico-vaginal qui sont souvent réduits. Donc, je pense que le Soroptimist International peut intervenir d'abord dans la sensibilisation qu'ils ont commencé déjà à faire parce que je pense le mois passé, j'étais dans un établissement, Horizon, qui se trouve ici au Cameroun, à Douala, organisé. C'était une sorte de formation organisée par le Soroptimist International au Cameroun. Et notre cible était les jeunes filles et les mamans, les parents des jeunes filles à l'école. Bon, c'était pour parler des vaccinations, pour essayer de voir comment est-ce que le public pourra mieux accepter la vaccination. Malheureusement, le Gardasil 9, qui est le vaccin contre le HPV, a été lancé au Cameroun aux mêmes périodes que le vaccin de COVID-19. Donc, il y avait eu comment je veux dire, le déni du COVID-19 et le vaccin là a beaucoup affecté aussi le vaccin contre le HPV. Mais avec les sensibilisations que nous, comme les oncologues, fait, les gynécologues aussi font, il y a déjà une sorte d'acceptabilité d'abord pour le vaccin parce que beaucoup de femmes trouvent que le cancer du col de l'utérus est un des cancers qu'on peut prévenir et qui fait beaucoup de dégâts. Donc, si on a un vaccin qui peut prévenir la cause principale, qui est le HPV, les femmes commencent beaucoup à accepter ce vaccin. Et il y a certaines femmes même qui demandent que si je fais le test HPV, même si j'ai 40 ans et je fais le test HPV et c'est négatif, est-ce que je peux prendre le vaccin? Et on dit, oui, le vaccin est free, le vaccin c'est gratuit, il faut prendre. Donc, c'est comme ça qu'on essaye un peu de gérer pour minimiser un peu l'incidence du cancer du col de l'utérus. Donc, Soroptimist International peut organiser beaucoup de formations avec peut-être les femmes. Je ne sais pas, il y a beaucoup de réunions au Cameroun. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de réunions dans tous les autres pays africains, les réunions seulement des femmes ou les écoles. Et on peut toujours sensibiliser les parents à vacciner leurs enfants et à faire aussi les mamans à faire les tests de HPV. Je sais que quand j'ai commencé ma formation pour être oncologue en 2018, on n'avait pas beaucoup de malades qui entraient seulement pour se faire dépister, pour faire les frottis. Mais de plus en plus, quand les malades arrivent à l'hôpital, il y a beaucoup de malades ou beaucoup de femmes qui viennent pour faire seulement leur dépistage. Et c'est déjà une bonne chose. Et je dis souvent que comme Madame Christine était là et Madame Jalila et tout le monde était là, tous les femmes, si Madame Christine peut passer l'information à sa sœur ou à sa fille ou à sa tante ou à sa maman, ça va aider on dit en anglais, spread the message. Bon, merci. Beaucoup, effectivement, donc la sensibilisation c'est le facteur clé
pour Sophie Liu. Je pense que notre présidente SIAF pourrait donner plus d'éclaircissements, peut-être, Jelina, sur ce qu'il Oui. faut faire. Oui, merci Hanan, merci docteur. Donc, c'est exactement ça. Donc, notre action, elle va surtout consister à faire de la sensibilisation, notamment. Mais avant de pouvoir faire de la sensibilisation, il faut que nous-mêmes soyons sensibilisés. Alors, je vais vous montrer la carte qui a fait que nous, on s'est intéressé à ce sujet. Est-ce que vous la voyez? Oui, Est-ce que vous voyez la carte? Voilà. oui. Voilà. Donc, c'est la carte qui illustre la prévalence de cette maladie en Afrique. Donc, vous voyez, tous les autres pays occidentaux, ils sont en couleur claire, plus ou moins orangée, mais la mortalité la plus élevée est en Afrique. Donc, dans les pays à revenus limités, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Donc, c'est ce qui nous a touchés et qui a fait que on s'est dit, mais il faut qu'on s'intéresse au sujet. Donc, c'est pas possible, d'autant plus que c'est une maladie qui peut être guérie et qui peut être aussi évitée si on fait de la prévention à temps. Donc, mais c'est vrai que pour pouvoir faire l'action auprès des femmes, il faut que nous-mêmes soyons informés. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ces webinaires. Donc, on a déjà fait le webinaire en anglais le 17 novembre dernier. Le 17 novembre étant la date choisie par l'ONU pour les actions en faveur de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Et donc, bon, on ne pouvait pas faire les deux webinaires le même jour. Il y avait aussi pas mal de contraintes de temps pour les uns et les autres. Et finalement, donc, on a choisi aujourd'hui pour faire ce webinaire. Et je vous remercie vraiment de votre présence. On est à peu près une quarantaine ce soir. Alors, j'aurais voulu avoir les pays. Donc, j'ai eu déjà les inscriptions quand vous vous êtes inscrits, mais j'avais le Congo, j'avais le Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun. J'ai vu qu'il y a Madagascar avec nous. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres pays, mais c'est intéressant d'avoir ces informations. J'ai vu aussi un message qui demandait où est-ce qu'on peut trouver est-ce qu'on peut enregistrer. C'est enregistré et vous trouverez la vidéo de ce webinaire sur le site web du SIAF, donc siafrica.org. Donc, voilà. Et puis, donc, sinon, oui, les actions, donc, il y a la sensibilisation. Après, avec un peu plus de moyens, on peut faire du dépistage. Pour ça, ça consiste donc à participer. Donc, il faut de toute façon, il faut s'approcher des services de santé de votre pays parce que c'est quand même un problème de santé publique et dans la plupart des États donc contribuent aux soins, au dépistage, à toutes des programmes pour la lutte contre cette maladie. Donc, il faut se rapprocher du ministère de la Santé, des services de santé locaux pour pouvoir faire des actions avec eux, alors voir avec eux les besoins, etc. Et il faut aussi, bien sûr, voir comment on peut financer, quelles actions on peut financer. Donc, des webinaires comme ça coûte rien. Mais faire une action dans une école ou quelque chose comme ça, là, il faut peut-être un peu plus de temps, peut-être un tout petit peu de moyens. Et de toute façon, donc pour l'instant, je ne peux rien vous promettre, mais l'idée du fonds, de la collecte de fonds, c'est pour financer, par exemple, les supports d'information que les clubs pourraient avoir besoin pour la sensibilisation. C'est donc de donner du financement pour ce genre de choses. Mais pour l'instant,
on n'a pas encore commencé on n'a pas encore déjà fini de collecter de l'argent, donc on n'a pas assez d'argent, il n'y a pas assez. Et parce qu'il faut pouvoir répondre à la demande de tous. Et donc, donc, ça se fera vraiment très bientôt. On pourra répondre à la demande des clubs pour pouvoir engager des actions. Donc, on peut s'engager en fait dans tout, hein, mais à chaque fois, c'est les moyens. Donc, pour le dépistage, ça va coûter un peu plus cher que la sensibilisation parce qu'il faut du matériel. Je crois qu'il faut au moins minimum des spéculums, des gants, oui, docteur Glenda pourra nous dire des choses comme ça qu'on pourrait faire si on veut faire une campagne de dépistage dans un village ou je ne sais pas. Et donc, on peut trouver des médecins volontaires, des infirmiers volontaires qui vont accompagner, mais il faut faire toute la logistique. Donc, le club devra faire toute la logistique et donc amener les médecins et les infirmiers là où on veut faire l'action. Et donc, aussi, il va falloir leur donner les consommables. Après, si vous voulez aller encore plus loin, c'est le traitement. Mais le traitement, vous avez vu, il y a de la radiothérapie, il y a de la chirurgie. Donc ça, c'est un peu plus cher. Donc ça, c'est un peu plus coûteux. On pourra voir ça peut-être avec la SIAF, mais pas cette année, pas l'année prochaine. On attend, on espère avoir un généreux philanthrope, genre Bill Gates ou quelqu'un comme ça qui nous donnera beaucoup de millions de dollars pour pouvoir satisfaire à tout ça. Mais on serait vraiment très, très heureux de pouvoir répondre à toutes les demandes d'action en faveur de la lutte contre cette maladie. Voilà, j'espère avoir répondu aux questions. Sinon, je suis là, je peux répondre à d'autres s'il y en a d'autres. Très Merci. bien, Jelila. Donc, on te remercie pour toutes ces précisions. Effectivement, donc la prévention, la sensibilisation constituent les premières actions que pourraient faire les clubs Sœurs Optimistes. Donc voilà, je pourrais témoigner par exemple pour le club Sœurs Optimistes d'Agadir au Maroc. Donc on a commencé donc voilà à travailler sur cette maladie déjà par la sensibilisation autour de nous au sein du club Sorotimi pour les membres, mais également donc on a pu mener une première action de sensibilisation pour les jeunes, pour les étudiants et pour les femmes, donc pour les informer sur la nécessité de la prévention, du dépistage, sur les risques, etc. Donc, je pense que oui, effectivement, il faudrait aussi également réfléchir à des méthodes de collecte de fonds. Oui, le CIAF, il sera là pour nous accompagner, nous aider, mais également les clubs pourraient donc commencer à réfléchir sur des actions pour une collecte de fonds et donc pouvoir faire même des actions de dépistage ou même aider dans les traitements, etc. Donc là, je pense que je ne sais pas, je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Je pense qu'on pourra peut-être en clôturer. Je donnerai la parole à Madame Glinda pour un petit mot de clôture et à Jalila aussi. Je vous remercie toutes pour votre participation, votre patience. Donc voilà, pour réussir ce webinaire. Madame Glenda, vous voulez prendre la parole pour OK, clôturer? OK, merci. Merci beaucoup, Sœurs Optimistes International, pour l'opportunité. Je suis vraiment contente de parler des choses qui sont très importantes, comme le cancer en général et aussi les cancers des femmes. Et je vois qu'on a eu plus de 40 femmes ici aujourd'hui. Ça veut dire que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde parce que je suis sûre que tout le monde parmi nous a déjà eu quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a déjà eu le cancer, soit du col de l'utérus ou du sein ou un cancer, en fait tous les cancers en général. Et
c'est très important ce que vous faites, la sensibilisation, parce que on ne peut pas combattre quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. Et mieux comment on dit, le mot m'échappe en français, mieux on sache sur le cancer du col de l'utérus, ça va nous aider à prévenir ce cancer-là. Et le cancer du col de l'utérus, comme je disais tantôt, est un des cancers qu'on peut prévenir. Et parce qu'on a déjà une cause. La plupart des cancers, on n'a pas de cause, on a seulement les facteurs de risque. Comme le cancer du sein, il n'y a pas de cause, donc on connaît seulement les facteurs de risque. Donc, il n'y a pas vraiment quelque chose à prendre qui peut prévenir ce cancer. Mais pour le cancer du col de l'utérus, il y a le vaccin. Et les statistiques doivent changer. Ça ne peut plus rester le numéro 2 cancer en Afrique subsaharienne, toutes sexes confondus. C'est beaucoup. Et si on peut parler à toutes les femmes de notre entourage, ça va nous aider à réduire l'incidence et la mortalité du cancer du col de l'utérus. Merci beaucoup, Jalila, pour m'avoir contacté. Merci beaucoup aussi, Madame Bernice Mengot, de m'avoir recommandé à Jalila pour cette webinaire. Donc, merci beaucoup les femmes. Merci beaucoup, cher docteur Glenda. C'était un plaisir de vous écouter et donc et on vous remercie donc pour votre intervention très intéressante qui sûrement aura beaucoup d'impact sur l'ensemble donc des clubs soroptimistes donc en Afrique. Jalila, tu veux dire un petit mot de clôture pour qu'on puisse clôturer? Oui, merci, Hanan. Merci, donc, docteur Glenda, de nous avoir accordé ce temps. Franchement, c'est précieux et nous vous en sommes reconnaissantes. Bon, on va voir avec Bernice, mais on fera peut-être... mais je vais au moins vous écrire une lettre pour vous remercier au nom du SIAF. Merci à toutes les participantes, à toutes les personnes qui ont assisté ce soir. C'est vraiment génial de pouvoir partager du temps comme ça et des informations. Et j'espère que vous avez apprécié ce moment. J'espère qu'on aura d'autres occasions de nous retrouver. Merci beaucoup à toutes les... Merci encore aussi à Bernice, oui, parce que c'est elle qui m'a mise en contact avec Dr Glenda. Et merci à toutes les membres du bureau de la SIAF que je vois qui sont là parmi nous ce soir. Merci à toutes les dames qui sont venues ce soir. Du Bénin, de RDC Congo, de Côte d'Ivoire, je crois, Cameroun, Maroc. Est-ce qu'il y a d'autres pays? Je ne sais pas s'il y a d'autres pays. Madagascar, oui, Annick, Madagascar. Et donc, j'espère qu'il y a, j'oublie personne. Pardon? Mali, ah oui, Mali, merci, Mali, je ne savais pas. Donc, c'est pour ça que je demandais les pays pour savoir qui était là. Merci beaucoup. Écoutez, donc, comme je vous ai dit, donc, on mettra le webinaire sur le site web. Donc, vous pourrez le reconsulter. Mais si vous avez besoin qu'on refasse un autre webinaire, on pourra organiser ça par la suite. Merci à vous toutes et à très bientôt. Merci. Donc voilà, merci. Et merci Hanan, merci pour la modération Hanan, merci beaucoup. Merci à vous toutes. Merci à tous également. Merci. À très bientôt. Merci à vous toutes. Donc, merci, merci, au revoir, à très bientôt. Merci, Madame Glenda. À bientôt. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci à vous aussi, Jalila, merci pour tout.
Au C'était revoir. très enrichissant. Merci, Jamila. Au revoir. Jamila Merci, Karine, Karine, Merci d'être présidente là. du Sorotimi Sikaor. pardon? Sikaor, ah oui, Sorotimi Sikaor. Sikaor, la Oui, présidente Karine. enchantée, Moi de ravie. même, c'était très, très enrichissant. Super. Ah ben écoutez, je suis contente que vous Maintenant, on ayez va accordé. penser aux femmes analphabètes par rapport à Oui. cette sensibilisation, parce que c'est Oui. surtout la en Afrique. Hein. Oui, vous avez raison, oui, les femmes analphabètes. Mais des dessins, peut-être des schémas, des trucs comme ça sur des affiches. Ça, c'est Oui, des oui, on choses va y qu'on peut penser. faire, nous, en tant que soroptimistes. Moi, je pensais à ça. Hein. C'est Tout à fait. surtout des actions comme ça qui sont toutes simples parce qu'on n'est pas toutes des médecins, donc on ne peut pas toutes parler du sujet aussi pointu, mais on peut faire des campagnes comme ça avec des affiches, aider, accompagner les soignants dans cet exercice. C'est exact. Mm. Mais on aura le code soudé, on va se suivre et ça sera fait. Ce sera parfait. Impeccable. Formidable, formidable. Bonne continuation, Merci. bonne soirée, Merci bonne à fête vous. pour les dames Merci. pour la fête des Ben fins oui, d'année. pareil. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Bonsoir. À très bientôt Oui. Merci. pour un autre webinaire. Ouais.